la transition saisit la Cour internationale de justice contre l'Algérie suite à la destruction préméditée d'un drone malien à Tizawaten en mars dernier. Le Mali dénonce une agression grave, une violation de sa souveraineté, du droit international. Nous verrons la teneur de ce communiqué avec Garibou Pérou dans ce journal. Une fierté nationale, la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. La participation désormais de l'État et du secteur privé dans les projets miniers à 35%. Une haute prouesse patriotique au compte du ministère des Mines. Au cours des 5 dernières années, le système sanitaire s'est véritablement amélioré avec l'acquisition d'appareils de dialyse, d'IRM et de panneaux solaires. Le ministère de la Santé et celui des Mines rendent confiant l'avenir les Maliens de tous les bords sous la gouvernance générale d'armée Assimi Goïta. Siaka Konaté, Koumba Sissé, nous amènerons voir leur réalisation. À Bamako, précisément à la Cour suprême, tenue d'un atelier d'envergure sur la discipline budgétaire et financière ainsi que sur les mécanismes de détection des fautes de gestion. Une session qui vise à familiariser les acteurs du domaine au fonctionnement et procédures devant la Cour de discipline financière et budgétaire afin de mieux combattre la délinquance financière et la corruption. Dr Fatouma Tera, président de la Cour suprême, a présidé l'ouverture des travaux. Célébration de Maouloud par la communauté musulmane ce jeudi soir, un moment de grande spiritualité et de communion marqué par des prières et des prêches. On écoutera le message du ministre des Affaires religieuses adressé à l'ensemble de la population malienne. On fera aussi un tour chez vous pour voir comment se prépare la célébration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Nous sommes jeudi 4 septembre. Bonsoir à tous, à toute la Oumma islamique. Je souhaite une bonne célébration de Maould. Sur ce plateau, à mes côtés, Sira Bachili pour la lecture du Conseil des ministres. Sira Bachili, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Alou Traoré. Avant de vous laisser commencer, Sira Bachili, je voudrais attirer l'attention de notre public sur un fait remarquable à Koulouba aujourd'hui. Voyez par vous-même sur les images tous les ministres habillés en tenue traditionnelle, confectionnés et cousus au Mali, du 100% malien, une façon de magnifier l'année de la culture, décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le conseil de ce jeudi coïncide également avec le pré-lancement du SIAMA, le Salon international de l'artisanat du Mali, une très belle initiative à saluer et encourager par tous les Maliens. Et nous ici, à l'ORTM, nous sommes déjà dans la mouvance, dans nos grandes éditions des dimanches. Donc tous les ministres habillés en tenue malienne aujourd'hui. Sira Bachili, c'est à vous. Merci Nyanya Alou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination d'un notaire. Le notaire est un officier public et ministériel institué à vie pour assurer le service public de la preuve. L'ordonnance numéro 2013-027 PRM du 31 décembre 2013 portant statut des notaires détermine les conditions d'accès à la profession de notaire, les modalités de gestion de la vacance et du transfert des charges notariales. En application des dispositions de cette ordonnance et après avis conforme de l'ordre des notaires, le projet de décret adopté nomme M. Youssouf Kassé en qualité de notaire avec résidence à Nyono. 2. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la politique nationale de sécurité et santé au travail et son plan d'action 2025-2029. Le Conseil des ministres, en sa session du 16 juillet 2025, a pris acte d'une communication écrite relative au document de politique nationale de sécurité et santé au travail et son plan d'action 2025-2029. Cette politique vise à protéger l'homme au travail par une prévention des risques professionnels en minimisant les accidents de travail et maladies professionnelles dans tous les secteurs, y compris l'économie informelle, et à améliorer la productivité. Le projet de décret adopté consacre son approbation et ouvre la voie à sa mise en œuvre.
Le projet de décret donc adopté consacre son approbation et ouvre la voie à sa mise en œuvre. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la tenue des assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route du 25 au 27 septembre 2025 à Bamako. L'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route est une organisation professionnelle regroupant les acteurs de la route et du transport routier des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle vise le développement des échanges entre les différents acteurs intervenant dans le secteur routier, la promotion de l'intégration des réseaux routiers africains, l'harmonisation des normes de construction, d'entretien et d'exploitation des routes et l'amélioration des performances du secteur. Les assises de Bamako, placées sous le thème durabilité des infrastructures routières en Afrique, problématiques, solutions et perspectives, réuniront environ 200 participants, dont des experts, des gestionnaires, des partenaires techniques et financiers venant des 15 pays membres de l'association. L'organisation de ces assises permettra au Mali de valoriser l'expérience nationale en matière de développement et d'entretien du réseau routier dans un contexte difficile, renforcer la coopération avec les pays de la sous-région et les partenaires techniques et financiers, promouvoir l'image du Mali comme acteur engagé pour le développement des infrastructures et l'intégration régionale. 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2025. L'édition 2025 de la Journée internationale de l'alphabétisation est placée au niveau international sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique ». Au plan national, le thème retenu est l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. Les actions prévues du 8 au 14 septembre 2025 visent, entre autres, à sensibiliser les autorités politiques et administratives sur la nécessité d'appuyer les centres d'alphabétisation dans leur effort de digitalisation, mener un plaidoyer pour un financement accru des actions d'alphabétisation par l'État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers, encourager l'intégration des compétences numériques dans les programmes d'alphabétisation, valoriser les initiatives nationales en matière d'alphabétisation. La journée sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national sous le leadership des autorités administratives en rapport avec les acteurs chargés de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la cérémonie de remise du prix Hideo Noguchi pour l'Afrique au professeur Abdoulaye Djimdé au Japon du 17 au 27 août 2025. Le prix Hideo Noguchi pour l'Afrique est une distinction qui récompense les individus et les organisations ayant contribué de manière exceptionnelle à la recherche médicale et aux services de santé en Afrique, notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il traduit la volonté du Japon d'accompagner les talents africains dans la lutte contre les maladies qui freinent le développement du continent. La présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à cette cérémonie a symbolisé la fierté et le soutien du gouvernement au professeur Abdoulaye Djimdé, directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme, et à son équipe pour cette distinction exceptionnelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu des rencontres parallèles dont l'objectif était d'initier des relations de partenariat à travers lesquelles le Mali pourrait tirer parti de l'expertise japonaise pour accélérer la transformation technologique. 4. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines tenue le 23 août 2025 à Bamako.
Cette 12e conférence précédée de la réunion des experts tenue du 21 au 22 août 2025 a enregistré la participation des ministres chargés de la fonction publique du Bénin, du Burkina Faso, des îles Comores, de la Mauritanie, du Niger, des Sao Tomé et Principe, du Sénégal et du Tchad. À l'issue des travaux, les ministres ont adopté la déclaration de Bamako, invitant les États membres à renouveler leur engagement statutaire. La conférence a également adopté des résolutions, notamment la désignation du ministre sénégalais de la fonction publique en qualité de président en exercice de l'Observatoire, l'organisation d'une session extraordinaire au Gabon en 2026, la désignation du Gabon et du Tchad respectivement deuxième et troisième vice-président, le recrutement d'un secrétaire exécutif pour mettre en œuvre les actions prioritaires. 5. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la deuxième édition de l'Université d'été des volontaires de la Confédération des États du Sahel. L'Université d'été des volontaires de la Confédération des États du Sahel est une opportunité stratégique pour rassembler les volontaires de la Confédération AES autour d'activités à valeur ajoutée sociale et symbolique. La deuxième édition, qui se déroulera du 9 au 11 septembre 2025 à Bamako, est placée sous le signe l'impératif engagement des volontaires dans la consolidation des acquis de la Confédération des États du Sahel. L'activité a pour objectif de susciter un engagement patriotique et volontaire chez les citoyens pour une souveraineté réelle des pays membres de la Confédération des États du Sahel, de créer un cadre d'échange entre les volontaires de la Confédération AES pour un engagement effectif dans la reconstruction de nos États, d'engager les acteurs de changement positif à cultiver les valeurs culturelles endogènes pour la reconstruction des pays, de promouvoir la culture du volontariat et du bénévolat. La rencontre de Bamako réunira, en plus des ministres chargés de la jeunesse, les directeurs des centres nationaux de volontariat et plus de 300 volontaires de 3 pays. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 75e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé tenue du 25 au 28 août 2025 à Lusaka, en Zambie. Cette 75e session a réuni les ministres chargés de la santé des 47 États membres pour examiner, approuver et définir les politiques, les activités et les plans financiers visant à améliorer la santé des populations africaines. Au cours des travaux, le Mali a soutenu les positions de la région africaine sur tous les points inscrits à l'ordre du jour et pris acte du rapport du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette session a notamment été marquée par l'appel des ministres africains de la santé à une action urgente face au ralentissement des progrès dans la lutte contre le paludisme, l'engagement de l'Afrique à renforcer la préparation et la riposte aux urgences sanitaires, l'incitation des ministres à prioriser la production locale de médicaments, l'engagement des ministres africains à lutter contre les flambées épidémiques dans une optique de durabilité et à accélérer l'éradication de la poliomyélite. Lors de cette session, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a été élue par ses pairs en qualité de première vice-présidente du comité régional de l'OMS pour l'Afrique pour un mandat d'1 an. En marge des travaux, les ministres chargés de la santé de la Confédération des États du Sahel ont rencontré le nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé afin de lui présenter les priorités sanitaires de l'espace confédéral. Au cours de son séjour, le ministre a également rencontré la communauté malienne établie en Zambie. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà donc Nyanya Alou Traoré pour le contenu du Conseil des ministres de ce mercredi, de ce jeudi plutôt. De ce jeudi, oui, ça se
comprends. Merci beaucoup, Sira Bachili. Et nous avons également en lecture ce communiqué numéro 079 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Cette saisine est consécutive à la destruction préméditée par le régime algérien d'un aéronef de type drone de reconnaissance immatriculé TZ-98D des forces armées de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizaouaten dans la région de Kidal. À cet égard, le gouvernement de la transition rappelle la teneur de son communiqué numéro 73 du 6 avril 2025 ainsi que ses différentes requêtes restées sans suite jusqu'à ce jour qui ont consisté à demander aux autorités algériennes les éléments probants de la prétendue violation de leur espace aérien par le dit drone. Le gouvernement de la transition rappelle que cette destruction du drone à l'intérieur du territoire malien constitue non seulement une agression, un acte hostile, inamical et condescendant de l'Algérie, mais aussi et surtout une violation manifeste du principe de non-recours à la force et un acte d'agression au regard de la résolution ARS 2933-14 du 14 décembre 1974 de l'Assemblée générale des Nations unies, des dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de son pacte de non-agression et de défense commune. Cette agression flagrante que le gouvernement dénonce avec force et dont le but a été d'entraver la neutralisation des groupes armés terroristes par les forces armées et de sécurité maliennes est le summum d'une série d'actes hostiles et d'agissements malveillants maintes fois dénoncés par les autorités maliennes et démontrent clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Par cette requête introduite auprès de la Cour internationale de justice, le gouvernement de la transition du Mali réaffirme l'impérieuse nécessité pour les États parrains et exportateurs du terrorisme au Sahel de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale et de travailler de bonne foi pour contribuer à la stabilité, seul gage de la sécurité collective et du développement durable. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Voyons donc la teneur de ce communiqué dans ce commentaire signé Garibou Pérou. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, on se rappelle, un drone malien, instrument paisible de surveillance et de souveraineté, a été méthodiquement ciblé. Il a été détruit non par un ennemi déclaré, mais par une main prétendument amie. Cet incident, disons cette provocation, est une atteinte à l'intégrité territoriale d'un État souverain déjà meurtri par tant de défis, mais toujours debout, digne et résolu. Cette provocation de trop, le gouvernement de la transition n'a pas tardé à faire entendre la voix de la justice par une requête déposée devant la Cour internationale de justice. Le Mali saisit les leviers du droit pour répondre à la brutalité par la loi, à l'agression par la vérité, à la manœuvre par la fermeté. À travers cet acte fort, le gouvernement de la transition réaffirme une évidence que certains ignorent. L'ère de l'impunité diplomatique est révolue. À ceux qui, tapis dans la géopolitique, jouent au pyromane en alimentant les foyers du terrorisme, le Mali oppose la rigueur de la légalité internationale et l'exigence d'un monde fondé sur la responsabilité, car il est un seuil que même les ambitions les plus troubles ne sauraient franchir impunément. En ciblant cet outil de défense sur le territoire malien, Alger a certainement franchi ce seuil. Ce n'est plus un simple contentieux de voisinage, à la limite un affront, une provocation de trop. Le peuple malien, uni derrière ses forces armées et son gouvernement de transition, ne saurait demeurer muet face à l'inacceptable. Ce recours à la justice internationale n'est pas une déclaration de guerre, c'est un appel solennel à la paix, celle qui se construit dans le respect mutuel et non sur les ruines de l'intimidation. Le Mali, fidèle à sa tradition de dialogue, mais il le fait avec la fermeté de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Il est temps que cessent les manœuvres souterraines, les complicités tacites et les jeux doubles qui font du Sahel un échiquier de souffrance. Il est temps que les États parrains et exportateurs du chaos regardent dans le
rétroviseur de l'histoire mesurent les conséquences de leurs actes, car la stabilité régionale n'est pas une faveur, c'est un droit. Le Mali aujourd'hui plus que jamais est déterminé à le faire respecter. Le Mali souverain, et s'il y a une fierté nationale, c'est la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. La participation désormais de l'État et du secteur privé dans les projets miniers à 35% contre 20% précédemment, une haute prouesse patriotique au compte du ministère des Mines. Ce sont là quelques faits marquants racontés par Siaka Konati. Parmi les activités phares du ministère des Mines, l'on retient l'inauguration le 15 décembre 2024 par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, inauguration qui s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'exploitation minière. 6 mois plus tard, le chef de l'État a posé le 16 juin 2025 la première pierre de la raffinerie d'or du Mali à Sénou, fruit de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie à travers la société Yadram et Swiss Investment Company. Cette nouvelle raffinerie aura une capacité de 200 tonnes par an. Sa réalisation devra permettre d'affiner ou de transformer les produits miniers avant leur exportation, donc créer de la valeur ajoutée. Le département s'est attelé à la mise en œuvre des réformes engagées par les autorités à la faveur de l'adoption en 2023 du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local. Avec ce code, l'État prend désormais 30% des actions des nouveaux projets miniers, le secteur privé 5%, ce qui porte les intérêts publics et privés maliens à 35% contre 20% précédemment. C'est dans ce cadre que le gouvernement a renégocié les contrats miniers avec les sociétés minières opérant au Mali, ce qui a abouti à la signature du protocole d'entente avec celle-ci. Ainsi, l'État participe à hauteur de 30% dans les capitales des mines de lithium de Bougouni, de la société Lithium du Mali et de la société Coralie Sud, la part des investisseurs locaux étant de 5%. Quant à la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali SA, elle est entrée dans sa phase opérationnelle. La direction s'active pour la relance des mines qu'elle a déjà acquises, Morila, Yatela et Tassiga, la recherche de l'or sur la mine artisanale de Taha dans la région de Gao. Le ministère des Mines a aussi à son actif la sécurisation de la gouvernance du secteur minier qui s'est traduite par la dissolution de la Chambre des mines. Celle-ci est désormais dirigée par un collège transitoire. Des actions d'envergure ont été menées dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières. Elles ont permis d'interpeller de nombreux exploitants qui opéraient dans l'illégalité et de saisir un important lot de matériel. Les négociations se poursuivent avec les partenaires stratégiques du Mali pour l'établissement de la cartographie minière. Le projet Mentora Mine a été lancé pour former 15 jeunes filles dans les filières des mines et de la géologie. Elles seront formées par les professionnels des entreprises minières. Et au cours des 5 dernières années, le ministère de la Santé et du Développement social a mené plusieurs activités pour renforcer le système socio-sanitaire au Mali. Parmi les réalisations notables, certains centres de santé ont été équipés d'appareils de dialyse, d'IRM et de panneaux solaires. En outre, de nombreuses infrastructures ont été construites, réhabilitées et équipées. Koumba Sissé nous fait le bilan de ces actions. Le ministère de la Santé et du Développement social, sous la direction du colonel Assaba Diallo Touré, place la santé et le bien-être de la population malienne au cœur de l'action gouvernementale. Durant les 5 dernières années, ce département a mené des actions concrètes pour rapprocher des soins au plus près des populations. Du district de Bamako aux zones rurales en passant par les capitales régionales, des initiatives pour l'amélioration de la qualité des soins ont été prises par la chef du département. À cet effet, pour la prise en charge des cas de cancer, la radiothérapie de l'hôpital du Mali et la chimiothérapie de l'hôpital du Point G sont opérationnelles. D'autres grandes réalisations pour la qualité des soins sont la chirurgie par laser à l'hôpital de Kati, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert et la dialyse péritonéale à l'hôpital mère-enfant le Luxembourg. 40 appareils de dialyse ont été mis à la disposition de plusieurs structures de santé et 2 unités de traitement d'eau ont été mises en place.
Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, a construit et équipé 3 unités de dialyse au CCRF de la commune 4, de la commune 5 et au génie militaire, sans compter l'installation des panneaux solaires dans plusieurs centres de santé et hôpitaux du district de Bamako. 6 scanners et accessoires sont répartis entre les hôpitaux de Sikasso, Mopti, Tombouctou, l'hôpital du Mali et l'hôpital de dermatologie de Bamako. La chaîne de froid a été également modernisée pour renforcer l'introduction et la conservation des vaccins, tant au niveau national que périphérique. Pour des couples qui sont confrontés à des problèmes de fertilité, l'unité de procréation médicalement assistée a été créée et est fonctionnelle depuis quelques années à l'hôpital du Mali. En matière d'équipement, l'hôpital de Kati et celui du Mali ont bénéficié chacun d'une machine d'imagerie par résonance magnétique et d'autres appareils de dernière génération pour le diagnostic et la prise en charge des différentes pathologies. En termes d'infrastructure, le CCRF de la commune 4 a été érigé en hôpital de district. La construction et équipement des CCRF de Kolokani et de Farako, du laboratoire de sécurité biologique de niveau 3, destiné à l'INSP pour renforcer la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, un centre d'excellence pour la formation des orthophonistes a vu le jour. La réalisation des 6 centrales d'oxygène de production aux hôpitaux du Mali, du Point G, de Kati, de Kaye et de dermatologie de Bamako. Plusieurs réhabilitations ont été également faites, comme la salle d'imagerie de l'hôpital de Sikasso, le laboratoire de virologie de niveau 2, avec branchement du P3 mobile à l'INSP, le bloc multifonctionnel de Kati, l'extension des 3 laboratoires des hôpitaux régionaux de Ségou, Mopti, de l'INSP de Bamako et du service d'imagerie de l'hôpital du Mali. Quant au Point G, le centre de recherche et de formation médicale a été réhabilité et équipé pour le diagnostic des cancers et des maladies génétiques. Ce centre peut traiter plus de 200 échantillons par jour. Il dispose également d'une clinique mobile pour être au plus près des populations vulnérables. D'autres travaux sont en cours, à savoir l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou, la construction et l'équipement des services d'urgence de l'hôpital du district de la commune 5. Pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, des sages-femmes ont été déployées dans les zones où l'accès aux soins est difficile. Côté développement social, parmi les activités enregistrées, il y a l'assistance et le relèvement économique des personnes en situation difficile, l'enregistrement biométrique des personnes déplacées internes et des rapatriés, octroi de statut de pupille et assistance aux enfants des victimes de guerre et de catastrophes naturelles. Dans le cadre de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, on note la réalisation de 20 mutuelles interprofessionnelles de cercle, de la campagne de sensibilisation pour l'extension de l'assurance volontaire et le renforcement du dispositif du RAMED pour la prise en charge des indigents, pour ne citer que cela. Sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé les États généraux de la santé et le premier forum humanitaire de l'AES. Ces 2 grands événements consistent à renforcer les systèmes socio-sanitaires au Mali et à lutter contre l'exclusion sociale afin que chaque citoyen, de près ou de loin, puisse bénéficier de ses droits à la santé et à l'assistance humanitaire. Autre grand événement, le Mali a été honoré lors de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lusaka, en Zambie. Le colonel Assaba Diallo Touré a été élu lors de cette session par ses pairs, première vice-présidente de l'organisation régionale. Cette participation contribuera à renforcer la visibilité du pays et à consolider les partenariats en faveur de la santé et du développement social.
Sur un tout autre sujet, à Bamako précisément, à la Cour suprême se tient un atelier d'envergure. Il porte sur la discipline budgétaire et financière ainsi que sur les mécanismes de détection des fautes de gestion. Une session qui vise à mieux faire connaître le fonctionnement et les procédures devant la Cour de discipline financière et budgétaire pour mieux combattre la délinquance financière et la corruption. Dr Fatouma Tera, président de la Cour suprême, a présidé l'ouverture des travaux. Plus de détails avec Seydou Traoré et Taïeb Adjawakouya. Face aux défis de gestion des finances publiques, la section des comptes de la Cour suprême, juridiction supérieure du contrôle des finances publiques du Mali, affûte ses armes. Le challenge ici, c'est de donner aux contrôleurs de gestion des finances des outils nécessaires pour un contrôle efficient et aussi des connaissances sur l'état de la discipline financière et budgétaire. Contrôleurs et gestionnaires des ressources de l'État sont également sensibilisés au rôle du parquet dans la procédure de jugement des fautes de gestion. Nous voulons expliquer à tous les acteurs qui sont impliqués dans la lutte contre la corruption. Il faut attendre les structures de vérification, il faut attendre le monde judiciaire, ce que c'est la discipline financière et budgétaire. C'est une faute, mais ce n'est pas une faute pénale, ce n'est pas une faute administrative, ce n'est pas une faute disciplinaire, mais c'est ce qu'on appelle une faute de gestion. Donc la frontière est très mince entre la faute de gestion et la faute pénale, quoique chacune a ses limites. Seulement, c'est une discipline qui est peu connue. La procédure disciplinaire vise à sanctionner les fautes de gestion commises par les comptables et tous ceux qui sont chargés de gérer les finances publiques. Donc l'être humain étant ce qu'il est, si vous vous éloignez des règles légales, si vous ne respectez pas la procédure légale prévue pour bien gérer les finances publiques, vous pouvez vous retrouver soit en infraction pénale, là c'est l'application des peines prévues par les lois, le code pénal qui vous attend, soit si vous commettez une faute de gestion, là la procédure disciplinaire devant la Chambre de discipline financière et budgétaire permet d'aller à une amende fiscale. À l'ouverture de l'atelier, le président de la Cour suprême a insisté sur les attentes et les enjeux pour les participants. Il s'agit d'un véritable contentieux juridictionnel encadré par des règles strictes où les droits de la défense sont garantis, les faits rigoureusement instruits et les responsabilités clairement établies. La section des comptes, à travers sa chambre de discipline financière et budgétaire, joue un rôle crucial dans la répression des manquements à la régularité et à la probité dans la gestion publique. La journée d'échange et de partage sur la discipline financière et budgétaire ainsi que le rôle du parquet général dans cette procédure va poser les bases d'une collaboration renforcée entre les juridictions financières et pénales dans le respect des compétences. Et dans ce reportage qui va suivre, le général de corps d'armée Sadio Kamara nous amène faire un tour sur le chantier de l'hôpital militaire de Banankoro. Il était avec le ministre en charge de la santé. Les travaux avancent normalement d'après les constats. Ils ont atteint un niveau d'exécution de 95%. Batraouri. Le ministre de la Défense et des anciens combattants et son collègue en charge de la santé sur le chantier de l'hôpital militaire de Banankoro. Il s'agit pour eux de s'imprégner de l'évolution du chantier. Cette nouvelle visite qui s'inscrit dans notre rythme régulier de suivi des grands sentiers de la défense traduit notre exigence de suivi. Je suis très honoré d'être ici aux côtés du ministre de la Santé et du Développement social qui également accorde un intérêt particulier à ce projet. Je suis honoré de constater que malgré les difficultés, les travaux avancent et les normes modernes en matière d'infrastructures hospitalières
sont appliquées. Au finish, l'hôpital militaire de Banankoro va renforcer le plateau technique au plan médical pour répondre aux défis du moment. Nous voulons un hôpital militaire à la hauteur des défis de demain. Cet hôpital d'instruction militaire n'est pas une structure isolée. En plus de soigner les blessés de guerre, les militaires et les familles, il renforcera les capacités de prise en charge de tous les autres malades. Et il viendra en soutien aux hôpitaux civils en cas d'afflux massif. Nous construisons un hôpital qui sauve des vies. C'est une œuvre sociale. C'est un hôpital qui sera de référence. La structure sera dotée de toutes les commodités pour satisfaire la population. L'hôpital militaire de Banankoro est construit sur financement du budget national. Renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Les autorités de la transition s'y emploient une fois de plus à travers l'achat de nouveaux équipements. Il s'agit des matériels de combat de dernière génération réceptionnés hier soir à Kati. L'entrée de ces équipements a été un grand moment de joie pour les populations sorties massivement pour exprimer leurs sentiments. Atmosphère d'accueil dans ce reportage signé Tchemoro Konati. Nouvelle démonstration de force par l'armée malienne, nouvel espoir pour la population. Il est 21h passé de 50 minutes ce mercredi soir quand ces nouveaux équipements militaires font leur entrée à Bamako via Sebeninkoro en commune 4 à destination de Kati. Tiens, l'année ne sondiera parce que Alika Dakani, Mina Minfleni. Bon, maintenant si minimbe si ça armée de me Kosovo parce que armée mo be minana erede chama na de me alibi ni no ni farala kan obe chama nyana boko wallahi ni so jam selema ala drone ba do wallahi billah abe galam kono bi kaya ye ko ni machine na da ama aba nete foi fo ka ala deli ka barka do fama na ko ni jaranye ko jugu parce que ambe jamana deunde fanga donc avoni on de ban faso jo mo tina faso jo an donc ni anga la ni anga tega de ñogama anga jamana njo anga soro su deme u ka barala. Il s'agit là d'une montée fulgurante de notre armée républicaine dont le fait se fait plus que jamais sentir dans la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. De Sebeninkoro à Kati, en passant par le boulevard de l'Indépendance, la population est sortie comme si elle avait été informée à travers un communiqué officiel pour accueillir ses équipements dans une âpre ferveur. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, mais surtout un sentiment d'engagement de nos autorités de la transition. Et je ne dirais pas que c'est trop, mais je dirais que ça c'est encore le suivant. Et aujourd'hui, voir aussi tous ces matériels d'équipés d'artillerie, d'infanterie, qui vont renforcer la capacité aussi de nos femmes, enfin encore de monter et de maintenir maintenant sa montée en puissance. Ça c'est une fierté aujourd'hui. Soja mi meren nanabi ode ka fuli belebele ba ke Mali armée. Comme Mali armée tando on che oboko barala oboko barado fanga bawla ambe deme de amba de la fa ala ka o deme oka barala ala ka kenya de anonima ala ka jugu ala ku decepio ala ka fanga la jugu ga armée be ka minke vraiment nous soja dane do halisi ne bi fe asimina ka chedo ani malde nyumo ambere jele nga franyo nga janga Mali jo anga here de bola jugu ya na ba foti jugu ala na franyo nga jamana ya mba jo ni wallahi berel gelene wasalil ni azmiye bi onaka chedou an aw an malende kiling la bele jeli. L'acquisition de ces nouveaux équipements est un signal fort aux ennemis de la paix qui dans leur dessein funeste se contentent désespérément des moyens rudimentaires. Vraiment, nous les femmes de Kati, nous sommes fiers de Assimi. Vive le Mali, vive Assimi Goïta, vive la transition. C'est un sentiment de joie et de fierté
de recevoir les équipements militaires aujourd'hui, des équipements de dernière génération. C'est vraiment une satisfaction réelle. Et nous saluons le président de la transition, les membres du gouvernement pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer pour équiper les forces armées maliennes. La population de Kati est très contente aujourd'hui pour vous accueillir. C'est une fierté pour le Mali, c'est une fierté pour les Katois. Donc nous prions Dieu afin que chaque jour, que les Maliens arrivent à se retrouver, que les Maliens arrivent à savoir que nous sommes de la même famille. D'autres équipements ultra-modernes et performants au bénéfice de notre puissante armée sont attendus dans les tout prochains jours. Comme le dirait l'autre, un homme averti en vaut deux. Beaucoup de joie. La communauté musulmane célèbre ce jeudi soir Mawlud ou encore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un moment de grande spiritualité, de communion marqué notamment par des prières et des prêches. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a invité les musulmans et l'ensemble de la population malienne à raffermir leur foi en cultivant les idéaux de paix et de cohésion nationale. Tchamro Kounati. La célébration de Mawlud, un événement hautement symbolique pour la communauté musulmane, car marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Occasion pour le ministre des tutelles, Dr Mahamadou Koné, d'exhorter les fidèles à cultiver la doctrine qui a toujours guidé la raison d'être du dernier prophète. Ça doit pousser les musulmans à beaucoup penser à comment est-ce que le prophète était avec d'autres co-religionnaires lorsqu'il était à la Mecque. Le prophète a montré un bel exemple à tout le monde dans le cadre de la convivialité, de la solidarité et le vivre ensemble. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être un moment où toute la nation réfléchit ensemble dans le cadre du patriotisme, dans le cadre de l'amélioration de la condition de vie des uns et des autres avec une pensée pieuse. Une pensée pieuse notamment envers les civils et les militaires tombés dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre Koné invite les fidèles, chacun à son niveau, à un éveil patriotique se traduisant par des actions de paix et de communion conformément à la volonté du président de la transition. Aujourd'hui, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a exhorté l'ensemble des Maliens à être un seul homme. La communauté musulmane du Mali est une communauté de paix, est une communauté de travail, comme d'autres communautés co-religionnaires au Mali. Au Mali, il n'y a que le vivre ensemble, l'entente parfaite et la solidarité. Aussi, invite-t-il à faire bloc derrière les forces armées maliennes dans leur combat pour la défense de la patrie. L'armée malienne n'est ennemie de personne. L'armée malienne est là pour tout le monde. C'est pourquoi toutes les communautés religieuses, non religieuses, bref, l'ensemble de la communauté du Mali doit soutenir l'armée malienne dans son combat de la recherche de la paix de tous les jours. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes conclut en formulant des vœux de paix et de prospérité pour non seulement la communauté musulmane, mais aussi pour l'ensemble de la population malienne. Et dans ce communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social informe en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du vendredi 5 septembre 2025, fête de Maoul, jour de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voyons maintenant comment à Maoulid, cette belle tradition reste vivace dans les familles musulmanes. Chaque année, les foyers se préparent avec ferveur pour donner à cet événement toute sa dimension spirituelle, culturelle et communautaire. Nous avons fait un tour dans certaines familles de la capitale pour voir comment se passent les préparatifs de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est avec Soumaou Aïdara et Abdoulaye Samaki.
À Nyarela, dans la famille Nyare, malgré une pluie battante, l'ambiance du Mauloud ne s'estompe pas. Dans la cour familiale, les femmes drapées de pain coloré s'affairaient autour des marmites fumantes pour préparer un repas digne de l'événement. Au menu, du poulet accompagné de pommes de terre. Nous préparons le dîner pour aujourd'hui. C'est du poulet et ce sont nos belles filles qui font la cuisine. Nos maris et nos fils font les dépenses. Chaque année, dans le cadre du Mauloud, on coud une uniforme. Nous sommes très contentes car il s'agit de la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On mange, on boit, bref, c'est la fête chez nous. Ça vaut 14 ans que je suis mariée ici et j'ai trouvé cette tradition festive. À la Fiabougou, la famille Koulibaly en est également un exemple vivant. Depuis plus de 40 ans, cette concession organise une cérémonie dans le cadre du Maulid. Nous célébrons chaque année le Mauloud. Nous préparons beaucoup de repas. Pour cela, nous cotisons avant ce jour. Nous faisons également des prêches. Nous manifestons notre joie pour la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui. Dans la famille Diallo à Torokorobougou, les femmes s'activent également autour du feu. Les enfants répètent des sourates, car au-delà des repas, le Mauloud est d'abord un moment de foi et de ferveur religieuse. Chez nous, les préparatifs du Maulid commencent depuis 3 à 4 mois. Nous tenons des réunions pour bien organiser. Durant toute l'année, nous cotisons chaque mois 2000 francs CFA par personne. Aujourd'hui, le plat, c'est du sandwich destiné aux prêcheurs et fidèles musulmans. La nourriture, loin d'être un simple festin, prend une valeur symbolique car elle n'est pas préparée ce jour au hasard. Il y a le grand roi qui est dénommé Al-Malik Al-Muzaffar Al-Malik Koukoubri. Il a vécu à environ 400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a initié quand il a constaté que l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent ça passe inaperçu. Donc il a décidé d'organiser des fêtes religieuses et il a décidé d'égorger 1000 chameaux, 1000 bœufs, 1000 moutons, 1000 chèvres et 1000 poulets, à tout ce qu'on peut manger. Il égorge 1000 parmi toutes ces bêtes-là. Donc après, il distribue aux pauvres, aux nécessités, afin qu'ils savent que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde. Le Mauloud ne se résume pas à la préparation culinaire. Il est aussi un moment d'enseignement. Les imams et prêcheurs rappellent la vie et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aux fidèles. Les jours du Mauloud, nous organisons des prêches où on parle de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de ses bienfaits, ses œuvres et surtout ses hadiths. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une bonne chose. Le fêter, c'est montrer l'amour et la reconnaissance envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au-delà des repas, le Mauloud réunit les familles dans la foi et la convivialité. Les fidèles ont formulé des prières pour la paix et la stabilité au Mali, faisant de cette célébration un moment d'espérance et de solidarité pour tous. Bonne fête à tous. Sur les pas du ministre de la Jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné de sa collègue de la femme, au camp de divertissement et de citoyenneté des enfants à Sibi, dans la région de Koulikoro. Réunissant des enfants de Bamako et des régions du Mali, ce camp enseigne les valeurs fondamentales de notre société, notamment l'hospitalité, la citoyenneté et le mérite du travail. Suivant Mohamed Samari. Citoyenneté au cœur des combats du ministre Fomba. Accompagné de son homologue de la femme, de l'enfant et de la famille, le ministre Fomba s'est rendu au camp des enfants au pied de la colline de Kamandja à Sibi. À ces enfants sont transmises nos valeurs fondamentales et culturelles. Parmi les axes mis en avant, on note le respect, Bonya, le patriotisme, Fansodéa,
le pardon, Yafa, et même des danses traditionnelles comme Mali Djaka qui illustrent notre recherche culturelle. Cette idée originale et géniale est venue d'un de nos frères, d'un de nos fils, à la personne de Fousseni Maïga, qui a pensé pendant plusieurs années à mettre en place, en tout cas, une émission télévisée dédiée à l'enfance. Plusieurs années, on a trouvé qu'il y avait un vide, et ce vide n'a pas été comblé. Et l'idéal, c'était de passer par ce panel de formation, ce panel de transmission, ce panel aussi d'apprentissage, ce panel où on a appris à vivre ensemble dans une famille, dans un village. Après une visite guidée de lieux, les visiteurs du camp, visiblement satisfaits de la qualité des programmes proposés aux enfants, félicitent l'initiateur pour sa contribution à la refondation en cours de la jeunesse malienne. Je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation et d'abord dans la mise en œuvre de cette initiative, donc qui transmet nos valeurs d'humilité, de respect, de patriotisme et de travail. Vous savez, 2025, c'est l'année de la culture. Avoir nos enfants ici, apprendre de leur pays, de leur histoire, comment utiliser leurs deux doigts, mais savoir également qu'on peut s'épanouir, mais on a aussi du sérieux à faire. C'est ça pour moi la croix de transmission. Nous avons besoin de cela. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des enfants qui peuvent rêver, mais qui peuvent rêver grand. Grand pour leur pays, pour l'espoir de leur pays, pour la souveraineté de leur pays, mais également pour la grandeur de leur pays. Ces enfants bénéficient également d'un programme de divertissement varié incluant le sport et des visites des sites touristiques du cercle de Sibi. Le ministère de l'Entrepreneuriat national vient de remettre 5 motos tricycles à 5 associations de femmes. L'initiative vise à contribuer à leur autonomisation. Aïssata Salou, Maïga, Siriki Balo, reportage. À travers ce don de 5 mototricycles à 5 organisations de femmes, le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et la Direction nationale de l'emploi apportent ainsi leur soutien sans faille à ces femmes bénéficiaires en vue de faciliter leur insertion sociale et économique. Cette donation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'action pour l'emploi soutenu par le gouvernement du Mali, constitue un instrument clé de la politique nationale de l'emploi. L'objectif global de cette initiative est de contribuer à l'insertion sociale des couches les plus démunies, mais aussi des femmes qui aujourd'hui travaillent au labeur de leur sueur pour gagner leur vie et contribuer au développement du pays. L'initiative qui vise à contribuer à l'autonomisation des populations les plus vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, les femmes et les jeunes, a été appréciée par les bénéficiaires. Aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial féminin constitue un pourcentage crucial dans l'économie nationale. Donc, si toutefois nos autorités pensent à nous aider, nous aussi, nous avons le devoir d'utiliser ces équipements à bon escient pour la croissance de l'économie nationale. Nous, on ne peut pas marcher loin, donc grâce à ces motos-là, ça va faciliter notre déplacement. À noter que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, à travers la Direction nationale de l'emploi, a accompagné plusieurs associations de femmes et de jeunes vulnérables évoluant dans divers domaines comme la coupe-couture, la savonnerie, la coiffure esthétique, la transformation agroalimentaire et la restauration.
Le point des membres de la réunion, plutôt, et des membres du comité technique, du comité interministériel de gestion de crise et de catastrophe du 25 août au 1er septembre 2025. 4 cas d'inondation et un cas de foudre ont été enregistrés. Djemba Moussa Konaté pour d'autres détails. Cette réunion visait à faire le point de la situation des inondations, de l'occupation des classes par les sinistrés et les réponses données aux sinistrés des inondations. Il ressort des présentations faites qu'au cours de la semaine qui vient de s'écouler que le tableau des crises et catastrophes au Mali est moins inquiétant par rapport aux semaines précédentes. Cette situation nous révèle qu'il y a au moins 4 cas d'inondation et un cas de foudre. Maintenant, cela a touché en tout cas 553 ménages pour aboutir à 3714 sinistrés. Quelques sinistrés de Kidal, des sinistrés qui sont au niveau des écoles, et précisément les 9 écoles. Un apport capital a été fait en matière d'assistance, en matière de non-vivres et des vivres ont été apportés par le canal de la Direction nationale du développement social. La situation pluviométrique sur le terrain était également à l'ordre du jour. Selon le chef du bureau prévisions et alertes météorologiques de Mali Météo, la situation météorologique est rassurante et reste favorable aux activités pluvio-orageuses dans notre pays. La situation météorologique reste marquée par les activités pluvio-orageuses sur l'ensemble du pays de façon générale, excepté le nord, l'extrême nord de la région de Taoudeni. Nous sommes au mois de septembre et septembre reste un mois très pluvieux également, comme le mois d'août. La saison progresse dans son évolution normale partout, de façon générale. Des quantités importantes de pluie sont enregistrées dans plusieurs localités à la fois, et souvent c'est par endroits, et jusqu'à créer des cas d'inondation. Donc les risques d'inondation restent très très élevés durant ce mois, évidemment. Donc c'est d'interpeller la population, encore une fois, de redoubler la vigilance. Les spécialistes conseillent la population, qu'en cette période de pluie, d'éviter les déplacements sous la pluie et de se mettre à l'abri. En 13e région, le maïs est au stade de la floraison et de la formation et le coton, lui, est au stade de la formation des capsules. C'est le constat fait par l'équipe de supervision nationale de la campagne agricole 2025 en se rendant dans certains champs des secteurs de Dioïla et de Fana, compte rendu Moustapha Doumbia à la Sangari. C'est une mission de supervision nationale de la campagne agricole composée des services nationaux, régionaux du développement rural, dont l'agriculture, la protection des végétaux et les génies ruraux. Une mission qui s'est rendue dans des champs de céréales et de coton à Dioïla et à Fana. Objectif, voir l'état des cultures et échanger avec les producteurs sur l'évolution de la campagne. Une campagne qui se poursuit normalement selon bon nombre de paysans. Ces champs de coton fait 3 hectares. J'ai aussi 3 hectares de maïs, 6 hectares de sorgho et 1 hectare de culture fourragère. La campagne évolue bien malgré quelques difficultés au début. Celles-ci sont liées à la pluie, à l'engrais et la présence de nuisibles. Cette visite nous réconforte davantage. La SANA-CC dispose de 16 hectares de maïs à Tiendobougou, à 7 km de Dioïla. L'équipe de supervision a pu apprécier l'utilisation de la fumure organique par ses producteurs. Nous voyons les différentes emblavures. C'est la superficie emblavée. Les différents pourcentages sont entre 80 et 95%. Donc nous pouvons dire que la campagne se déroule bien. L'état de culture est vraiment satisfaisant. Par rapport vraiment à l'état végétatif des cultures, on constate que le maïs est au stade de formation des épis de floraison. Les mils et les sorgho sont au stade de floraison et puis initiation paniculaire. Le coton quand même est au stade de capsulation et de floraison. Par rapport à la situation phytosanitaire, on peut dire que dans l'ensemble, c'est relativement calme. La région de Dioïla a réalisé plus de 318 000 hectares de céréales et plus de 87 000 hectares de coton selon le directeur régional. La visite de courtoisie au gouvernorat a précédé la visite des champs.
Le train Faso-Barokene, après Koutiala, s'arrête à 100. Ce débat fraternel qui entre dans le cadre de l'année de la culture s'est déroulé autour du thème Fassiani Bokolo pour un Mali d'Inkoura. Les populations de 100, très attentives aux propos des panélistes qui sont Bourama Soumano, Aziz Traoré et Fadjala Dambélé. La correspondance de Drissa Kouni. Notre identité culturelle s'affirme peu à peu et Faso Barokene en est une illustration. Cet espace de débat et d'éducation à la citoyenneté sonne comme une interrogation de l'histoire. Ce sont des éminents panélistes comme Bourama Soumano, Fadjala Dambélé, tous communicateurs traditionnels et griots, et Aziz Dambélé, leader d'opinion, qui ont tenu le public en haleine. Cela autour du thème Fassiani Bokolo pour un Mali d'Inkoura. Bokolo, c'est la lignée. La lignée fait allusion à la fratrie. Fassia, c'est une question d'ethnie. Et notre société, elle est organisée de sorte que tout est ordonnancé et systématisé. Chaque ethnie est composée d'un groupe d'hommes ayant sa langue, sa culture et son histoire. Et c'est l'ensemble de ces ethnies qui ont formé le peuple malien, donnant naissance à la nation malienne. C'est pourquoi à chaque fois quand on parle du Mali, on parle de l'entente dans la diversité. Des auditeurs intéressés, il y en avait. Jeunes et femmes, légitimité traditionnelle et autorités régionales étaient tous à l'écoute des orateurs du jour. Faso en Bokolo, la première des choses d'abord, ça te permet de te connaître en personne qui tu es et savoir où tu vas. Ça me permet aussi d'expliquer à mes enfants et à mes petits-enfants l'histoire de mon Bokolo. Faso Barokene est l'une des 10 activités phares de Mali Culture 2025, un projet du ministère en charge de la culture qui matérialise ainsi la volonté présidentielle de faire de 2025 année de la culture. Et la population aujourd'hui, vous avez vu, la salle était vraiment pleine et tous ont montré leur volonté et leur adhésion à cette volonté des plus hautes autorités de replacer ou de recentrer notre culture au centre de notre développement, au centre de notre dignité. Parce qu'on ne peut pas être souverain dans la culture d'autrui. Ce que le président Assimi Goïta a fait, il ne peut pas le faire s'il ne connaissait pas la culture malienne. Il sait qu'il y a eu des gens avant lui qui ont fait pareil. J'ai lu dans mon discours le cas de Banzani Tira Hassan ici, qui s'est opposé, qui a préféré la mort à la honte. Babemba pareil. Donc si le président de la transition, le général Assimi, vient dans ce cadre aujourd'hui, il n'a fait qu'une répétition. Pour la pérennisation des acquis assortis de ces débats, un cadre dénommé Mayani Dambé Kene a été créé dans chaque région qui initiera son propre cadre d'échange chaque mois, et cela au-delà de 2025. Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, la finale opposera dimanche Mopti et Koulikoro. En demi-finale, l'équipe de Mopti a battu celle de Bougouni au tir au but 4-3 et Koulikoro a gagné devant Tombouctou par 2-1. Abdul Karim Kama pour le résumé. Cette finale de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta sera un duel entre deux anciens vainqueurs. Mopti qui a gagné le trophée en 2022 et Koulikoro détenteur de la dernière édition. En demi-finale, Mopti a éliminé la formation de Bougouni au tir au but. 4-3. Les deux formations étaient à égalité, un but partout au terme du temps réglementaire. Ça a été une lutte d'ensemble. Donc les unes ont mouillé d'ensemble de la défense jusqu'à l'attaque. On a marqué, ils ont défendu et ils ont égalisé. Donc au tir au but, les unes se sont données, mobilisées, se sont données main dans la main pour pouvoir gagner ces matchs. Dans la deuxième demi-finale, Koulikoro, détenteur du trophée, a écarté l'équipe de Tombouctou par le score de 2-1. D'abord, les Koulikorois ont ouvert le score à la 52e minute par Karamoko Silla. Quelques minutes après l'égalisation de Oumar Al-Djoumati pour Tombouctou, Ladji Silla inscrit le deuxième but de la cité du Méguétan. Score final 2-1 pour Koulikoro. C'est la solidarité parce qu'on a frôlé au match de classement. Il fallait réagir. Les garçons, ils ont mouillé les maillots, ils ont répondu à l'appel. Tous les Koulikorois comptaient sur nous. Vraiment, il fallait honorer la région de Koulikoro. La finale opposera donc dimanche au stade Mamadou Konaté, Mopti à Koulikoro. Auparavant, samedi, Bougouni et Tombouctou joueront la 3e place ou la petite finale.
Football toujours, l'actualité est dominée par la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali ont gagné ce soir 3-0 devant les Comores. Le Mali est désormais 3e au classement avec 12 points derrière le Ghana, leader 16 points. Les Ghanéens ont fait match nul, 1 but contre le Tchad. Madagascar est 2e avec 13 points après sa victoire 2-0 aux dépens de la Centrafrique. La prochaine sortie des Aigles est prévue lundi face au Ghana à Accra à partir de 19h. Temps universel. Toutes nos félicitations à l'encadrement, aux joueurs et au ministère de tutelle. Voilà, le Mali qui a donc gagné ce match tout à l'heure et c'était au compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali qui ont battu les Comores. Le Mali est désormais 3e au classement avec 12 points derrière le Ghana. À retrouver dans vos kiosques l'ouvrage intitulé « Adieu la France-Afrique » de Boureima Nana. Publié par Nouvelle Édition Burkinabé, ce livre est une œuvre poétique et panafricaniste qui met en avant les combats de personnalités comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Kémy Seba, Nathalie Yam, Claudie Siard, Alain Foka, Egouchi Béanzin, Bada Kani et bien d'autres qui incarnent la résistance africaine et la quête de souveraineté. En 98 pages, Boureima Nana rend ainsi hommage à ces héros qui ont dénoncé la France-Afrique et toutes les formes d'oppression. Dans les kiosques, l'ouvrage intitulé « Adieu la France-Afrique ». Point final à cette édition. Un grand merci à toute la rédaction et à l'équipe de réalisation, mais surtout à vous qui nous suivez à travers le monde, particulièrement nos téléspectateurs de San, de Tomia et de Mandjakui. Bonsoir à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis.